Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Better Pod Sol. Comment ça va Mika? Ça va très bien et toi? Bah ça va bien, ça va bien. Alors pour tout vous dire, on avait prévu de sortir cette discussion autour de l'épisode 6 de la saison finale de Better Call Saul un jour seulement après la diffusion de cet épisode, pour être un petit peu dans les temps et se donner toutes nos chances pour être écoutés. Mais on a eu un petit problème de carte SD. Voilà, notre technicien n'a même pas su nous dire pourquoi on a eu un tel problème. Dans tous les cas, on a déjà enregistré cette discussion il y a 2 semaines. On savait que pour l'épisode 7, on ne pourrait pas enregistrer ça rapidement parce que moi, je n'étais pas disponible juste après la diffusion de cet épisode. On savait qu'on allait avoir une latence de moins de 2 semaines. Et donc, finalement, on se donne vraiment aucune chance pour être écouté puisque cette vidéo, ce podcast que vous écoutez ou que vous regardez sur YouTube, parce que sur YouTube il y a quelques images qui passent en parallèle de nos discussions, et uploadé certainement avec 2 ou 3 semaines de retard par rapport à la date de diffusion de l'épisode 6. Ça signifie aussi qu'on a vu l'épisode 7, sauf que on ne va absolument rien dire sur l'épisode 7, aucun spoil sur l'épisode 7, on va seulement parler de l'épisode 6. Heureusement, on avait pas mal de notes qui avaient été faites pour l'épisode 6, donc on va suivre vraiment nos notes. On va peut-être être un peu plus robotique encore que pour le premier épisode de Better Pod Sol, mais c'est vraiment pour éviter au maximum de dire quoi que ce soit qui peut parler de l'épisode 7 dans tous les cas, si jamais il y a quoi que ce soit. Moi je serai derrière pour couper ça au montage. Donc voilà, donc on vient parler de l'épisode 6 qui s'appelle Axe and Grind. Et du coup en français, le titre s'appelle Dur à la hache, ce qui ne veut strictement rien dire. Ah oui, le titre français c'est Dur à la hache. Ah ouais, dur à la hache, c'est vrai que je crois qu'ils en ont rien à foutre du, du motif de la saison, parce que depuis le premier épisode de la saison 6, tous les épisodes sont construits. Par exemple, le premier épisode c'était Wine and Roses, donc le vin et les roses. L'épisode 2 c'était Carrot and Stick, la carotte et le bâton. À chaque fois, du coup, c'est une paire de mots qui représente l'épisode. Qui représente l'épisode. Voilà, c'est chaque titre est composé d'une paire de mots. Et donc du coup sur cet épisode-là, c'est Axe and Grind qui renvoie en fait à une expression to have an axe to grind. Parce que grosso modo cette expression signifie agir de manière égoïste. On verra un petit peu plus tard pourquoi ça s'appelle. Cet épisode s'appelle comme ça. Et donc cet épisode est scénarisé par une certaine Ariel Levin. Alors, pour commencer, j'ai envie de poser une question à Mika. Combien y a-t-il eu de nominations aux Emmy Awards pour Better Call Saul? C'est une très bonne question. Très peu, il me semble. Très peu de nominations? Ouais, T'es certain de ce que t'es en train de dire? je crois bien. Ah ouais. Justement, non, elle n'est pas un peu sous-estimée par rapport aux... Nomination. Ah, nomination. Oui, il y en a plusieurs, mais du coup, récompense aucune, je crois, ou très peu. Aucune récompense. C'est presque vrai. Ouais, on va dire que c'est totalement vrai. Et combien de nominations? Il y en a eu 39. Et Ah oui. Ouais. ils ont gagné 0 Emmy Award. Mais là, je parle du coup à la fois de l'équipe créative, le scénariste, les scénaristes, les réalisateurs, mais même les comédiens. Ils ont été nommés à plusieurs c'est vrai. reprises, Ouais. les comédiens, Aucune récompense, mais personne n'a eu une seule récompense. Contrairement à Breaking Bad, où par exemple Bryan Cranston, quasiment sur chaque saison, il a eu l'Emmy du meilleur comédien. Mais pour le moment, Better Call Saul a eu 0 Emmy. Sauf que la scénariste de cet épisode, Ariel Levin, qui signe son premier épisode de manière solo. Elle a déjà coécrit 2 épisodes auparavant, mais c'est la première fois qu'elle écrit un épisode de Better Call Saul seule. A obtenu un Emmy Award pour Better Call Saul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est la seule scénariste de l'équipe de Better Call Saul à avoir décroché non pas un mais 2 Emmy Awards sur 2 années différentes.
pour l'écriture de, de web-séries spin-off à Better Call Saul. Entre la saison 3, si je ne me trompe pas, et la saison 5, il y a eu 3 web-séries, Webisode. webisodes un peu humoristiques qui, comment dire, qui étaient là pour. C'était pas vraiment le lore de Better Call Saul parce que c'était quand même très humoristique et ça faisait absolument rien avancer dans la narration de la série. Mais c'était voilà, des épisodes qui permettaient un petit peu de voir, de faire des clins d'œil à la fois à Breaking Bad euh, par par des petites apparitions de certains personnages ou des mentions de personnages de Breaking Bad, mais aussi de rire de certains personnages. Donc du coup, là, pendant la saison 3 ils ont sorti la web-série Los Polios Hermanos Employee Training. Donc grosso modo, c'est Gus Fring qui parle face caméra et qui est censé s'adresser à ses employés de Los Polios Hermanos pour leur apprendre comment être l'employé parfait de Los Polios Hermanos. Et ensuite, elle avait fait 2 autres web-séries sur les saisons 4 et 5. Saison 4, c'était autour de la société Madrigal. Et je crois que c'était Mike qui était le personnage central, qui s'adressait du coup aux employés de Madrigal. Et donc du coup, ça, ça permettait un petit peu de faire le lien avec la saison 4, avec toute l'histoire de Werner et les Allemands qui travaillent sur le laboratoire. Et la saison 5, c'était Ethic Trainings with Kim Wexler. Et là, c'est Kim qui donne un petit peu ses astuces pour, pour je sais pas, ses astuces juridiques, je crois, et pour être éthiquement non répréhensible. Ouais, c'est comme ça que je résumerai la chose. C'est amusant parce que du coup, au final, sur cette saison 6, éthiquement, Kim n'est plus du tout, droite. Et voilà. Et donc, Ariel Levine a remporté un Emmy Award de la meilleure euh, série courte humoristique avec Los Polios Hermanos Employee Training durant la saison 3. Et elle a remporté à nouveau un Emmy Award pour la web série sur Kim, donc, qui était diffusée pendant la saison 5. Et c'est la seule finalement à avoir eu un Emmy Award de tout le monde. Donc elle peut un peu s'enorgueillir de ça, d'autant que elle vient de très très loin. Euh, J'aime bien me pencher sur les scénaristes et sur leur parcours, parce que Ariel Levine, elle est arrivée dans l'univers Breaking Bad, Better Call Saul, en tant que... Alors j'ai pas réussi à savoir si c'était vraiment stagiaire sur l'épisode final de Breaking Bad. Apparemment, elle était juste là pour faire le café, je crois. Donc elle a suivi les scénaristes qui étaient en train d'écrire, enfin de, de composer ensemble dans la writing room l'épisode final, donc Felina. Elle a juste vu ça de Breaking Bad. Mais bon, du coup, elle avait quand même la vue sur, la, sur des scénaristes qui étaient en train de terminer pour de bon une série. Et ensuite, sur la saison 1 de Better Call Saul, elle était assistante de post-production. Et sur les saisons 2 et 3 et 4, elle était assistante de scénariste. Donc là, bah, elle était, je pense, un peu plus présente dans la writing room. Elle pouvait un peu plus partager ses idées, sans être une scénariste, on va dire, en chef, qui allait écrire des épisodes de la série. Et je pense que grâce à ces web-séries qui ont été récompensées, elle a été promue en tant que co-scénariste dans la saison 5 de Better Call Saul. Elle a coécrit avec Peter Gould l'épisode final. Et donc du coup, sur cette saison 6, elle a coécrit l'épisode 2, donc Carrot and Stick, et elle écrit pour de bon un épisode toute seule, donc sur l'épisode 6. Donc, bah, pour parler de cet épisode 6, on va prendre le déroulé de l'épisode et un petit peu discuter de certains points qu'on avait relevés il y a 2 semaines, qu'on avait notés. Et, euh, et donc, la première scène de cet épisode, c'est donc un flashback autour de Kim. N'est-ce pas, Mika? Oui, donc on retrouve du coup Kim plus jeune, en compagnie de sa mère. Euh,
Et du coup, on la retrouve face à un homme qui s'avère être du coup un gérant de magasin. Et en gros, on comprend très vite que ce monsieur a appelé la mère de Kim pour du coup récupérer sa fille suite à du coup à un vol qu'on apprend plus tard être du coup des boucles d'oreilles. Donc on retrouve la mère de Kim devant sa fille et, donc ce monsieur qui était là du coup pour un peu le gronder, la gronder plutôt. Et il s'avère qu'en fait, on comprend que du coup, la mère était dans le coup et c'était comme un larcin pour un peu apprendre à Kim comment manipuler un peu les gens. Et en conclusion de tout ça, Kim reçoit du coup les boucles d'oreilles qu'elle avait volées par sa mère. Et du coup, voilà, c'est un cadeau de la mère à la fille. Voleuse de mère en fille, bon, Voilà. très bien. Ouais, donc c'est un flashback intéressant. C'est la suite un petit peu d'un flashback qu'on avait eu dans la saison précédente déjà autour de Kim et de sa mère. Clairement une des scènes les plus intéressantes, je pense, de l'épisode, en tout cas de mon point de vue. Les deux comédiennes sont super en plus. Autant la jeune Kim ressemble beaucoup à Rhea Horn. euh, en fait, autant aussi la mère en fait est, est aussi bonne. En fait, on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie filiation entre les deux comédiennes et en même temps avec Rhea Horn. Donc c'est Puis une ressemblance aussi, une ressemblance physique, hein. ouais ouais ressemblance Ouais. physique et aussi dans le jeu. Apparemment, les scénaristes expliquaient qu'ils avaient hésité entre faire ce flashback-là, entre raconter cette scène-là en flashback et une autre scène qu'ils n'ont pas dévoilée, mais apparemment c'était un autre élément du passé de Kim, mais qui aurait peut-être dit trop de choses du personnage de Kim. Donc je pense que par contre qu'on verra jamais cet autre flashback-là. Et ils ont juste en interview ils ont juste parlé de cette scène, enfin de ce flashback là pour expliquer que ils voulaient, je crois, laisser un halo de mystère autour du personnage de Kim, ce qui est pas plus mal. À mon avis, on n'en saura pas beaucoup plus maintenant sur son passé. C'était le dernier flashback, le dernier élément qu'on saura sur elle. Euh, Même si du coup, moi, je me pose encore la question du ouais, quel était son rapport avec sa mère, qu'est-ce qu'elle est devenue. Euh, Après, l'utilité de ce flashback, c'était vraiment pour mettre en avant la mère et le rôle qu'elle avait dans la jeunesse de Kim, puisque c'est un peu, elle reflète un peu ce que l'influence de Saul Goodman sur Kim plus tard, du coup. C'est un peu le même rôle entre Saul Goodman et Kim, et du coup Kim jeune avec sa mère. Alors, qu'est-ce que tu veux dire l'influence de Saul Goodman sur Kim? Bah, c'est un peu les Quand tu dis mêmes. Saul Goodman, tu parles de Jimmy ou tu parles Oui, c'est de ça, Saul ce Goodman, qu'ils sont en enfin train de faire avec. Jimmy, du coup, D'accord. les petites manigances, Hmm. Parce c'est un peu que, parce que les mêmes procédés. pour moi maintenant on peut dire le personnage de Jimmy et l'entité Saul Goodman parce que ils sont. Saul Goodman a tellement été créé par Jimmy mais en même temps Oui, c'est par vrai. Kim. Donc du coup tu dis que l'influence de Jimmy sur Kim, c'est pas plutôt l'inverse? Non, l'influence du coup oui, de Jimmy sur Kim, c'est un peu la même que du coup la mère de Kim sur Kim. C'est-à-dire que, comme on a vu dans la première saison de Better Call Saul, euh, on va dire que les manigances de Jimmy euh, étaient du coup, euh, étaient du coup, comment dire, alimentées par son ami Marco à l'époque. Mhm. Et du coup, ils ont fait 400 coups ensemble. Et donc, de ce côté-là, pour Jimmy, c'est un peu pour Kim, sa mère, en fait. C'est-à-dire que c'est grâce, ou à cause plutôt de sa mère qu'elle elle arrive à faire ses manigances, du coup, à l'époque de Better Call Saul. Ouais, c'est marrant parce que moi du coup, enfin sur cette saison 6, sur cette saison finale, je me dis vraiment que Kim a tellement pris l'ascendant sur Jimmy que je me pose même plus la question et je me dis que c'est Kim
qui influence, c'est pas qui influence, mais qui guide Jimmy. C'est vrai. C'est un peu long, ouais. Ouais. C'est l'ombre. Et donc voilà, donc un premier flashback sur Kim. Ensuite, on enchaîne après le générique sur Sur une scène avec Howard. qui est en train de s'habiller, de se préparer. C'est la morning routine de Howard Voilà, c'est ça. qu'on n'avait jamais vu encore. Enfin, pas le... On avait déjà vu l'extérieur de sa maison, mais on l'avait jamais vu dans sa maison, je crois. Euh, Ce qu'on remarque dans cette première scène, sans parler de celle d'après dans la cuisine, c'est qu'il dort certainement pas dans sa chambre, on va dire habituelle, parce que il met ses vestes et ses chemises sur un porte-cintre, un peu comme dans un hôtel, et pas dans un placard. Voilà, et c'est confirmé après dans la scène qui suit, où on retrouve Howard en train de faire le café, et sa femme arrive, elle est prête pour partir, et ils ont une discussion. Euh, bon, clairement, c'est froid entre les deux. Puis il y a une distance déjà visuelle entre les deux personnages. Hmm. Ils sont au bout de la table, enfin, Mm. il me semble qu'ils sont au bout de la table l'un de l'autre. Euh, oui, et du coup, elle lui demande aussi si Howard n'a pas trop mal dormi. Et s'il comptait pas remplacer son matelas. Je crois que ça signifie quand même que genre. Ça fait un moment Enfin, qu'ils dorment pas ensemble. ouais, c'est ça, ouais. On dirait que vraiment qu'ils sont qu'ils dorment dans deux lieux différents. Voilà. Et bon, Howard essaie de se rapprocher d'elle, mais elle, en lui faisant un café, mais elle s'en fout un petit peu et elle le laisse tout Et penaud. elle le laisse essuyer même les traces de son café sur la table en partant. Hmm. C'est Il joue super bien Enfin, les deux jouent super bien, mais Patrick Fabian, il joue vraiment bien. C'est vraiment un personnage que je trouve qu'on apprend à apprécier au fur et à mesure de la série. on a de plus Euh, en plus d'empathie avec le personnage. c'est ça, c'est ça. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi sur cette scène que j'avais écrit. Ouais, c'est ça, c'est que lorsqu'on voit la femme de Howard, son apparition semble avoir du sens par rapport à tout ce qu'on voit depuis le début de la saison 6. En fait, les showrunners cherchent vraiment à humaniser le personnage de Howard au maximum. Bon, on l'avait déjà vu chez le psy, mais en fait, ça remonte même pas. Enfin, c'est même pas aussi récent si récent que ça, parce que en fait, dans les saisons 4 et 5, ils avaient déjà cherché à l'humaniser au maximum. Euh, En le montrant notamment en pleine dépression suite au décès de Chuck, dans la saison 4 et dans la saison 5, il l'humanisait un peu différemment en le montrant en train de courir après Jimmy pour lui proposer de l'embaucher. Donc ça fait quand même depuis bien deux trois saisons qu'il l'humanise complètement, je trouve. Ici, l'intérêt, du coup, en apportant une femme dans le quotidien de Howard et en montrant en fait qu'il a une femme, mais en fait que son mariage est très compliqué, euh, c'est de le décrire un peu en position de faiblesse et donc on rentre en empathie avec lui. Euh, et ça permet aussi de placer le spectateur contre Jimmy et Kim, alors que dans les premières saisons, euh, on- C'était un peu le l'inverse. Ouais. comment? C'était un peu l'inverse. Ah oui, oui. Ouais, Ouais, c'était l'inverse. Bah, déjà dans la première saison, on pensait que Howard c'était le grand méchant et finalement, c'est vrai. enfin le grand méchant, qu'il était vraiment pas sympa, que c'était celui qui était le moins sympa avec Jimmy, mais finalement c'était Chuck. Euh, voilà, et là maintenant, bah, Howard apparaît de vraiment, vraiment pas si méchant que ça. Enfin, il a pas été cool avec Kim dans la saison 2 il me semble. Bon, il a pas été cool de temps en temps aussi avec Jimmy, mais c'est pas non plus la plus grande pourriture, c'est pas un Gus ou un Lalo. Euh, Et aussi, ce que je voulais un peu mettre euh, en avant, c'est que, bah, pour faire un parallèle avec Breaking Bad à nouveau, c'est que
un peu les séries se répondent entre elles. En fait, il s'était passé la même chose dans Breaking Bad au fur et à mesure de, des saisons. Euh, Plus ça va, plus le spectateur se retrouve euh, de moins en moins dans les actions du protagoniste principal. Que ce soit pour Saul et Jimmy dans cette saison 6, où on voit du coup qu'ils s'en prennent de manière disproportionnée à Howard. Enfin, voilà quoi, ils se préparent un plan depuis plusieurs épisodes. Euh, ou comme Walt, où, où on voit qu'il fait des choses de plus en plus malsaines. Euh, qui devient Heisenberg voilà, plus ça à va, part plus il devient entière. Heisenberg et devient Là, il devient Saul Goodman, monstrueux. du coup. Ils deviennent Ils Saul deviennent. Goodman à tous les deux. Voilà, avec Walt, on avait plusieurs points de non-retour aussi. Le premier, c'était avec la mort de Jane en fin de saison 2. Mais je crois qu'une bonne partie des spectateurs voulaient lui pardonner parce que il faisait ça pour certaines raisons. Mais ce qui avait vraiment fait basculer l'opinion du grand public contre Walt, je crois, c'était l'empoisonnement de Brock à la fin de la saison 4. Et ensuite, la saison 5, bon, bah là, Walter, il bascule complètement en mode Heisenberg parce il a réussi à vaincre Gus. Et donc, par contre, pour Better Call Saul, c'est amusant parce que c'est un procédé un peu identique, mais c'est quand même un peu différent aussi. C'est que euh, c'est que bah, le spectateur a peu de chances de trouver l'acharnement contre Howard justifiable, euh, mais on n'est pas non plus à 100% contre Saul, enfin contre Jimmy. Euh, ouais, contre Jimmy et non pas contre Saul d'ailleurs. En fait, on a pitié pour Jimmy à ce stade euh, du, euh, de, du scénario, enfin de la série, je trouve. C'est Kim qui paraît à la limite plus mauvaise que lui, parce que elle, du coup, elle fonce tête baissée. Alors que Jimmy semble, quand il en parle à Yule, quand Yule l'interroge dans l'épisode 3, il me semble, en lui demandant pourquoi il fait tout ça, pourquoi Jimmy et Kim font tout ça contre Howard, Jimmy, il esquive, il dit pas vraiment les choses clairement, donc clairement il a du mal à assumer, et en fait il fait ça, enfin Jimmy du coup fait un peu pitié parce qu'il semble être un peu un petit garçon en quête d'attention, euh, qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour être apprécié par celle qu'il admire, un peu comme il admirait Chuck dans la première saison de Better Call Saul, euh, avant qu'il réalise que Chuck était bien plus avait une face sombre et que Chuck ne l'appréciait pas du tout. Bref, du coup, je trouvais que c'était intéressant de noter ça autour de tout ce qui est construit avec Howard. Voilà, ensuite, si je ne m'abuse, la scène suivante, c'est une scène entre Howard et son détective privé. Euh, Voilà, c'est ça. voilà. Du coup, il y a le détective privé qui est du coup face à lui dans le bureau de Ward et il lui présente les quelques clichés qu'il a fait de Jimmy. Donc, on peut apercevoir Jimmy pénétrer du coup dans une banque et récupérer un- une enveloppe d'argent. Donc, voilà, donc c'est une preuve en plus pour Howard pour accabler du coup Jimmy. Mhm, Donc c'est une courte scène, mais du coup elle est intéressante, mhm. puisque du coup c'est un pas de plus euh, pour Howard vers du coup, on va dire, Une contre-attaque. une contre-attaque, ouais, c'est ça. Mm. Ensuite, la scène suivante. Bon, là, du coup, sur cette scène avec le détective, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à Non, dire de pas plus. grand-chose à rajouter. Euh, la scène suivante, du coup, c'est laquelle? C'est celle avec le vétérinaire. Mhm. Donc, Caldera, le nom du vétérinaire. Voilà, c'est ça. C'est un nouveau, enfin un personnage qui était là depuis saison 1, il me semble, avec Mike. Puis du Peut-être. coup, Mm. on a pu le voir déjà plusieurs fois, notamment guérir Nacho de Oui, ses blessures. quand Nacho se prend des balles dans la mise en scène, je crois, qui avait été faite avec les cousins. Voilà, c'est ça. Hum, Et avec Gus aussi, du coup. Donc là, dans cette scène-là, Jimmy et Kim continuent à préparer leur plan diabolique contre Howard, un plan qu'on ne comprend pas trop encore à ce Voilà, c'est stade ça.
Dans tous les cas, il demande au vétérinaire une astuce pour dilater les pupilles euh, d'un être humain à partir d'une substance. Et ce qui fonctionne. Enfin, clairement, le vétérinaire leur donne du coup le produit en question, mais en parallèle, euh, c'est pas tout ce qui se passe dans cette scène puisque le vétérinaire explique qu'il veut arrêter de faire la médiation entre différents criminels d'ABQ. euh, et il explique notamment qu'il tient un carnet noir. Un carnet noir qu'on a déjà vu quelque part. Voilà. On l'a déjà vu dans la première scène de la saison 6, dans les cartons du coup de Jimmy. Dans le flash forward Flash forward. d'entrée de la saison 6, dans la magnifique villa de Saul Goodman au moment euh, qu'on voit au moment qui- qu'on voit dans une scène qui se situe à la fin de Breaking Bad lorsque la police vient perquisitionner les lieux. Et donc il y a ce carnet-là qui est notamment récupéré. C'est un carnet codé. Euh, D'ailleurs, je crois que Jimmy le fait remarquer dans l'épisode 6, là. Il lui dit que Mhm. c'est le Zodiac. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, ce qui est amusant, c'est que du coup, on ne voit on ne voit l'intérieur de ce carnet que sur quelques frames, mais du coup, ces frames sont quand même suffisamment Visible. visibles. Enfin, les pages sont suffisamment visibles sur ces frames, et donc ils ont été décodés par les fans de Better Call Saul. Et donc dans ce répertoire-là, on retrouve des noms de personnages de Better Call Saul qu'on a déjà vus, mais on trouve aussi le nom de QB, l'autre homme de main de Saul dans Breaking Bad, qu'on n'a toujours pas vu dans Better Call Saul. Peut-être qu'on le verra du coup dans les derniers épisodes de la série. On voit ce nom-là, et aussi ce qu'on voyait dans les pages du carnet lors du flash forward, donc dans le carnet époque Breaking Bad, c'est qu'il y avait une série de codes qui était rayée, et en fait c'était le nom de Nacho, probablement pour indiquer que Nacho n'était soit plus de ce monde, soit plus dans le business. Voilà, et du coup, ce qui permettait aussi, je me souviens, à l'époque, il y a quelques semaines, à l'époque de la diffusion de l'épisode 2, des épisodes 1 et 2, ça permettait aux fans de se dire ah, ah, ça veut peut-être dire que Nacho ne survit pas. Et en effet, il meurt dès l'épisode d'après, l'épisode 3. Voilà, et donc, et aussi dans ce carnet-là, on a aussi une carte de visite pour un certain réparateur d'aspirateur. Donc, c'est le fameux réparateur d'aspirateur qui va aider Walt et Jimmy seulement pour l'instant à s'échapper Walt, dans Breaking Bad. Jimmy et Jesse dans El Camino. Ah oui, c'est vrai que Jesse, au final, il s'échappe. Et une fois, il va pas au bout, et c'est vrai que dans El Camino, il s'échappe totalement. C'est vrai ça. Pour le moment, c'est les trois personnages qui s'échappent Ed. avec Ed. Mais est-ce les seuls qui... Est-ce qu'ils seront vraiment les seuls à s'échapper avec Ed, ou est-ce que d'autres personnages vont utiliser la carte? Ouais, parce qu'on voit l'intérêt de Kim avec du coup cette carte, elle la prend dans les mains, elle s'intéresse. Mm. Et on le retrouve pas du coup dans le flash forward quand ils reprennent le carnet. Hmm. Oui, c'est vrai qu'on retrouve pas la carte. Mais après, cette carte-là, c'est la carte. C'est la carte de Sol aussi, hein. Oui, c'est celle qui Ouais, donne à Walt aussi. Au aussi. final, je sais Ah même ouais, pas peut-être si. que c'est la même, je sais pas. Oui, c'est la même. Je Ouais, pense pas qu'il y en ait sûrement. 36. Donc en fait, c'est Walt qui l'a ensuite à l'époque de Breaking Bad, à mon avis. Mm. Voilà, donc scène qui permettait un petit peu de recoller un petit peu les morceaux dans le lore de Breaking Bad. Donc on se doute que du coup c'est Jimmy qui va récupérer le carnet du vétérinaire. Donc c'est Jimmy qui va devenir ensuite, Jimmy ou Kim d'ailleurs, on sait pas, qui vont devenir les médiateurs dans ce monde criminel. Et c'est exactement ce qu'est Saul Goodman dans Breaking Bad. De toute façon, c'est lui qui fait les connexions entre les gens. Euh, voilà, donc la scène suivante, c'est une scène avec Kim, il me semble. C'est ça. Donc c'est Kim en procès en fait, qui défend une personne
euh, pour conduite avec vitre obstruée. Alors, je- comment dire, il y a un truc que j'ai pas trop apprécié dans cette scène-là, c'est que, en fait, donc on voit Kim qui arrive à défendre qui arrive à défendre son client et qui explique euh, que, que son client a une, comment dire, euh, est accusé de manière abusive parce que on lui reproche de conduire avec un objet qui cache, qui empêche sa vision globale en conduisant par comment on appelle ça, un insigne de l'équipe de baseball de DBQ qui pend à son rétroviseur. C'est le même insigne qui pend, au rétroviseur de Jeff, le taxi, euh, dans les flash forward avec Jean. Et c'est ce même insigne-là qui met la puce à l'oreille de Jean quand il se fait raccompagner par donc Jeff le taxi, en voyant que est probablement quelqu'un qui vient de Albuquerque. Donc c'est exactement le même, euh, le même pendentif. Donc du coup c'est un clin d'œil, mais je trouve que c'est un clin d'œil un peu appuyé. Donc bon, ça m'avait pas forcément plu. Euh, Ensuite, suite à cette scène-là, on a Cliff qui était venu assister au plaidoyer de Kim, euh, qui l'interroge sur ses relations avec Howard et elle lui demande si entre elle et Howard, euh, bah, les choses sont cordiales et elle joue Poker Face en disant qu'elle est très reconnaissante envers Howard et elle ne mentionne pas du tout le fait qu'elle est comme, on va dire, la rage contre, euh, contre Howard. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui se passe d'autre La dans cette chose scène? importante, c'est qu'en gros, on peut voir qu'elle porte du coup les boucles d'oreilles du flashback, les boucles d'oreilles données du coup par sa mère. Donc elle les porte et on comprend très vite que du coup, enfin on comprend très vite. On peut, ça peut signifier du coup euh, la malhonnêteté de ses dires face à Cliff. Oui, c'est vrai. Qu'elle est, que, comme sa mère qui se joue du monde, elle aussi, elle se joue quand même. Bah, elle se joue beaucoup de Cliff, elle se joue de Howard, de pas mal de monde. Du coup, Euh, j'ai ouais. l'impression qu'elle les porte à chaque fois qu'elle rentre dans son rôle, on va dire, de, de Saul Goodman féminin. C'est un Mm. peu comme euh, Jimmy qui porte du coup la bague de Marco pour devenir Saul Goodman. C'est un peu son objet totem, on va dire. Mm. Pour Saul Goodman, c'est sa bague qu'il porte sur le petit doigt. Et elle, c'est ses boucles d'oreilles. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, la scène d'après, on découvre du coup le cabinet de Jimmy, Saul Goodman. Le fameux cabinet. Voilà, c'est ça. Donc, avec la nouvelle décoration Mhm. de sa secrétaire. Francesca. Voilà, c'est ça. Euh, on voit que bon, du coup on est dans le même lieu enfin on est dans le même bâtiment où il y aura le bureau de Saul Goodman, mais c'est pas du tout le même bureau de Saul Goodman pour le moment par rapport à ce qu'on voit dans Breaking Bad. On voit que du coup donc, Francesca le dit, elle a décoré à son goût le bureau, mais on se rend compte très vite que de toute façon ça va pas rester dans cet état pendant très longtemps. Euh, Ce qui est intéressant avec le personnage de Francesca là, c'est que bon, c'est un personnage clé, euh, euh, pour pas pour Breaking Bad, mais euh, c'est le personnage qu'on voit le plus quand on dans Breaking Bad quand on parle de Saul Saul. Goodman, il me semble. Mm. On la voit encore plus que Yule et QB. Elle fait Euh, partie du décor, quoi. Elle fait vraiment partie du décor, mais dans Breaking Bad, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit que dans Better Call Saul. Mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même la transition. Parce que dans la saison 2 de Better Call Saul, quand on la voit la première fois, bon, elle est hyper souriante, elle travaille surtout avec Kim. euh, mais on voit déjà depuis son retour là dans la série
qu'on bascule vers une Francesca qui commence à être particulièrement désabusée du comportement de Sol. Euh, c'est, euh, enfin, elle a encore un peu d'espoir, mais on sent qu'elle va vite, elle va vite, Déchanté, hein. ouais, complètement déchantée. Euh, Dans les scènes suivantes, on est encore dans le bureau où on voit Sol qui prépare avec son équipe de tournage un coup monté, toujours en rapport avec le plan contre Howard. Euh, voilà, bon. C'est euh, assez flou hein, à ce stade-là, hein. ouais, on comprend vraiment pas trop. Mais, euh, mais oui, bon, c'est vrai que pour moi, ces scènes-là sont vraiment pas très intéressantes en tant que telles. Juste le fait de les voir préparer le plan, c'est vraiment du. Clairement, ils nous montrent. Je suis un peu circonspect par rapport à ces scènes-là. Enfin, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste que euh, je trouve que certaines scènes manquent un petit peu de piment et elles racontent pas quelque chose, pas toujours des choses en plus que simplement on prépare un plan. Euh, mais voilà. Dans tous les cas, on les voit préparer quelque chose avec un sosie du juge qui va faire la médiation dans l'affaire de la maison de retraite Sandpiper. Euh, voilà, et pendant que Sol est en train de tourner ça, Kim vient lui annoncer que Cliff lui a proposé euh, de venir participer à un déjeuner en dehors d'Albuquerque avec une institution qui pourrait lui permettre à terme d'obtenir des fonds pour que Kim puisse créer enfin, euh, ouais, pour que Kim puisse développer ses activités d'aide aux plus démunis. Kim est, me semble plutôt heureuse. Enfin bon, c'est plutôt une bonne nouvelle que, que Jimmy lui annonce. Le seul problème, c'est que ce déjeuner-là a lieu le jour où ils veulent mettre à exécution tout le plan, tout ce qu'ils préparent en fait depuis plusieurs épisodes contre Howard. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent préparer, mais enfin ce qu'ils vont faire, mais en tout cas ça tombe pile ce jour-là. Mais Jimmy le rassure en lui disant que il n'a pas besoin d'elle euh, et qu'il peut faire tout ça seul. La scène d'après, donc, on retrouve Lalo, qui est donc dans une forêt, et on s'aperçoit très vite que il a, il est sur les traces donc des hommes de Werner, et en l'occurrence ici Casper. Donc je pensais, du coup, pendant le podcast d'avant, qu'il allait voir du côté de Kai, du coup le rebelle de la bande. Sauf que là, il s'avère qu'il est sur les traces de Casper, du coup l'homme de main, on va dire le bon élève à l'époque de la saison 4, Parmi donc, les Allemands. parmi les Allemands, ouais. Mm. Les hommes de main de Werner, du coup. Et du coup, c'était un peu l'homme de main qui était du coup toujours derrière Werner, à un petit peu encenser son patron et à faire tout ce que lui disait Werner et à suivre du coup ses directives à la lettre. Donc on le retrouve du coup barbu, bûcheron maintenant, au fin fond de l'Allemagne. Oui. Donc Lalo est là, donc il le retrouve. Dans un premier temps, Casper du coup est un peu sur la défensive, puisqu'il a une hache dans les mains et qu'on voit qui c'est, jusqu'au moment du coup où il y a une course-poursuite jusqu'à la grange. Donc Lalo est là et il s'avère qu'il arrive mine de rien, à le prendre en joue avec la hache, après lui avoir tranché du coup la jambe. C'est ce qu'il Le voulait. truc que je relèverais sur cette scène-là, qui est en fait juste une scène d'action et qui raconte pas beaucoup de choses, c'est que Lalo, il passe toujours pour un espèce de James Bond un peu étrange depuis, de toute façon depuis quasiment le début enfin depuis quasiment sa première apparition. Il a des trucs vraiment euh, complètement inhumains et un petit peu, on va dire, absurdes. Euh, Où là, bon,
il débarque au loin, il sait pas trop comment il. Enfin, il arrive à aller. Déjà, il arrive à aller jusqu'en Allemagne. Bon, heureusement, il nous explique pas comment il s'y prend parce que je crois que c'était. Comment dire, ce serait pas non plus été hyper intéressant, mais il a comme des super pouvoirs. Il arrive à retrouver un bûcheron au fin fond de l'Allemagne. Il débarque au loin, il se met à tirer à travers la forêt, puis il lui court après, il lui tranche le pied, il arrive à s'en sortir. Enfin, c'est quand même quelque chose de. Lalo, c'est vraiment le personnage, d'une certaine manière, au niveau de ses actions, de ses, euh, de ses scènes d'action, c'est un personnage presque, on dirait un peu Jason Bourne ou des choses comme ça. Et donc, du coup, on avait eu ça avec la mort du. Comment il s'appelle? Dans l'épisode final de la saison 4, la mort du, euh, du gars qui bosse dans une sorte de ATM là, par lequel est passé Werner. Du coup, Lalo avait fini par passer par le faux Ah oui, plafond. Fred. Ah, voilà, la mort de Fred, où il était passé par le faux plafond, et puis il est apparu derrière Fred pour le buter, genre en faisant des. Enfin, ces actions-là sont limite ridicules, mais bon, ça participe au personnage de Lalo, et c'est vraiment le seul personnage, il me semble, où ces actions sont presque enfin, démesurées. Il y a un peu les cousins qui font ça, mais c'est un peu différent quand même, parce que les cousins, ils ont quelque chose de très caricaturaux. Ils avancent lentement, ils sont avec leur hache, ils ont l'air indestructibles, c'est des Terminators. Là, Lalo, c'est un peu différent. C'est une sorte de, ouais, c'est une sorte d'agent secret, bad guy, un peu étrange. Voilà, donc on a cette scène-là qui est quand même une scène d'action un peu horrifique, mais juste là, je crois, pour un petit peu dynamiser cet épisode, parce que c'est un épisode assez bavard et il se passe pas d'action non plus incroyable. Donc ensuite, la scène qui suit, on est de retour dans le bureau de Saul. Euh, donc bah déjà là, de suite, on voit déjà que la déco de Francesca euh, commence à pâlir. On voit un homme qui cendre sa cigarette sur l'accoudoir du canapé. Il y a des paquets de chips ouverts qui traînent sur la banquette. Et bon, et plus tard, on voit un client qui urine, je crois, dans l'horloge ou la cheminée dans le bureau de Sol. Bon, clairement, en fait, tout, euh, tout, toute la déco, toute l'empreinte de Francesca est déjà, salie, enfin, disparaît déjà peu à peu. En tout cas, l'empreinte de la Francesca pleine d'espoir pour avoir un beau bureau, de conseil juridique en bonne et due forme. Euh, voilà. Et la scène qui suit, on voit Francesca qui accepte de passer un coup de fil pour Saul. En fait, Saul lui demande de passer un coup de fil auprès de la maison de retraite Sandpiper, du coup, il me semble. C'est ça. Et elle se fait passer pour la fille d'une résidente, d'une retraitée de Sandpiper, simplement pour connaître l'heure exacte de la réunion organisée par HHM pour faire le point sur l'affaire Sandpiper. Et donc on comprend que le jour enfin, le plan que préparent Jimmy et Kim doit avoir lieu en fait pile ce jour-là, le jour où Howard est censé faire un espèce de point avec les différentes parties de l'affaire Sandpiper. Euh, voilà, bah, ce qui est intéressant aussi de noter dans cette scène-là, c'est que Francesca, elle met déjà le pied dans les magouilles de Sol, même si elle essaye de se débattre, mais elle accepte finalement très vite. C'est ça, ouais. Euh, Et du coup, la Francesca de Breaking Bad apparaît peu à peu avec du coup ce sourire qui disparaît. Mhm. Et elle comprend peu à peu du coup dans quoi elle s'est mise en fait. Comme, Ouais. Et d'ailleurs aussi, on voit, il me semble que c'est dans cette scène-là qu'elle porte exactement la tenue qu'elle portera régulièrement dans Breaking Bad. Euh, et notamment, il me semble que c'est cette tenue qu'elle porte dans Breaking Bad lorsqu'elle passe à nouveau un autre coup de fil où elle appelle Hank
dans la saison 3 Ah oui, en se faisant d'accord. passer pour une infirmière et lui annonce que sa femme a eu un accident de voiture et qu'il faut absolument qu'il parte aux urgences. Il me semble que c'était exactement la même tenue et elle fait exactement la même action. Voilà, la scène suivante, c'est une scène entre Mike et sa petite fille qu'il ne peut plus voir par peur que cela mette en danger sa petite fille. Bon, Pas grand euh, chose à dire. on a déjà vu, on a déjà vu ça plusieurs fois là pour Mike, le fait qu'il a un rapport avec sa petite fille et sa belle-fille assez compliqué. Euh, En fait, si je devais être un peu critique, c'est que le personnage de Mike, de toute façon, est difficile à faire évoluer maintenant. Parce qu'on sait comment il termine dans Breaking Bad. Et là, à cette étape-là, dans Better Call Saul, on est très proche du Mike dans Breaking Bad, je trouve. Enfin, quand même assez proche. Je pense qu'il a encore un tout petit peu foi en l'humanité dans Better Call Saul à ce moment-là de la série, ce qui est plus du tout le cas, je crois, dans Breaking Bad. Mais il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre pour Mike, donc c'est compliqué je pense, pour les scénaristes de raconter des choses intéressantes autour de Mike maintenant. Euh, T'as quelque chose à dire par rapport à ça ou vraiment. Non, 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 Bon, c'est vrai ok, que on passe sur c'est pas la du scène surplace, mais c'est suivante. un peu comme tel, quoi. Ouais, un peu du surplace, ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'avais une question à te poser. Je sais pas si tu t'en souviens, mais dans Breaking Bad, parce que du coup, on voit dans la saison finale, juste avant que Mike meure, on voit qu'il a une petite fille. Par exemple, dans la scène, la toute dernière scène où on le voit avec sa petite fille voit pas que son grand-père est dans le même parc qu'elle. Elle est en train de jouer à la balançoire et finalement, Mike disparaît. Mais est-ce que il est avec elle ou est-ce qu'il se cache d'elle? Il me semble qu'il est en train de lire un journal sur le banc, en train de surveiller sa fille, du coup, sa petite fille. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, et donc il la laisse toute seule, en fait, Ouais. sur la balançoire. Du coup, ça, d'accord. Bon bah, ok. Je me demandais en fait si déjà dans Breaking Bad, j'avais plus trop souvenir, mais oui, c'est vrai, maintenant je m'en rappelle. Euh, je me rappelle, ouais. C'est Mike, du coup, enfin clairement, il est indiqué dans cette scène-là que Mike, garde sa fille, sa petite fille, et n'est pas du tout en train de l'observer de loin pour la préserver de ses actions. Clairement, l'état dans lequel est Mike dans cet épisode 6 de Better Call Saul, où il refuse de voir sa petite fille de peur qu'il lui arrive quoi que ce soit, bah, évolue et revient à la normale d'ici Breaking Bad, vu que dans Breaking Bad, à nouveau, il l'approche et il l'emmène sortir dans son parc. Donc, ok. Ouais, donc du coup, ça veut vraiment dire ils s'arrivent vraiment pas à faire. Enfin, ils ont beaucoup de mal à faire évoluer le personnage, quoi, parce que euh, clairement, en fait, au bout d'un moment, il va pouvoir à nouveau retourner auprès de sa petite fille, comme il pouvait retourner auprès de sa petite fille au début de Better Call Saul. Euh, ouais, difficile à écrire ce personnage de Mike, je pense, maintenant. Euh, voilà, donc ensuite, la scène suivante. On retrouve donc Kim et Jimmy face à un tableau avec plein de post-it disposés du coup devant eux, avec du coup le plan dans son ensemble de A à Z, comment du coup va se dérouler chaque étape. Et donc ils sont en train de faire le récapitulatif avant du coup le lendemain et donc le jour J. Donc le D-Day comme ils disent, c'est marqué enfin sur le post-it. Mhm. Et donc ils sont à la veille et ils essayent de, de dire étape après étape ce qu'ils vont faire et ils sont prêts à passer à l'action du coup. Et donc, il célèbre Ils célèbrent. en pique-niquant devant le lieu du drame, puisqu'ils sont en train de pique-niquer devant le bâtiment. Je pense que Kim est un personnage que les gens aiment beaucoup, euh, mais en même temps vraiment difficile à défendre là présentement, depuis qu'elle cherche vraiment à s'en prendre violemment à Howard.
Euh, voilà, une scène très cynique. Et donc le lendemain, on est le jour J. Voilà, c'est ça. Kim, du coup, ne peut pas assister à l'exécution du plan, puisqu'elle doit se rendre à ce, à ce, à ce déjeuner-là. Je crois que tout à l'heure, je disais qu'elle devait se rendre à ce déjeuner avec Cliff, mais en fait, c'est pas le cas. En fait, elle doit y aller seule, parce que Cliff, lui, euh, doit être là pour le point autour de Sandpiper, vu qu'il travaille avec Howard. Voilà, dans tous les cas, voilà, Kim dit au revoir à Jimmy et Jimmy part, Confiant. voilà, part confiant. Il la laisse partir. Euh, et donc, on arrive à la scène finale de l'épisode où Jimmy part faire une course. Voilà, c'est ça. On le retrouve dans un magasin, euh, achetant une bouteille qui est assez mythique dans la série Better Call Saul et aussi Breaking Bad, puisqu'on la retrouve dans une scène avec Gus et Don Eladio dans la saison 4 de Breaking Bad. Mais là, on parle du coup de Better Call Saul, et pour Better Call Saul, cette bouteille qu'il achète reflète le point de départ de toutes les manigances que Jimmy a fait avec Kim. Euh, cette bouteille donc s'appelle Zefiro Anero, c'est ça? Mhm, Avec du coup ce bouchon de bouteille qu'on retrouve dans le flash forward dans le premier épisode de la saison 6. mhm. Qui Donc représente un peu. Du coup, ça représente les magouilles Jimmy et Kim, mais surtout, je crois que dans la saison précédente, on voit que Kim garde un bouchon de cette voilà, bouteille-là, c'est ça, exactement. un peu comme un trophée. Donc ça reflète un peu leur couple. Mhm. Donc il est confiant, il est dans la queue pour acheter cette bouteille. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, à ce moment-là? Il aperçoit en fait le vrai juge dans la queue, qui est Le du vrai coup, juge, donc le juge qui est censé faire la médiation dans l'affaire Sandpiper. voilà, c'est ça. Donc le vrai juge apparaît, mais il y a un problème. Il y a un souci, c'est qu'il a un plâtre. D'accord, un Et ça, plâtre il n'avait noir. pas vu venir et il n'avait pas prévu. Oui, parce qu'en fait, quelques scènes plus tôt, on les voit faire une photo avec un sosie de ce juge-là. Et évidemment, ils n'avaient pas cette information. Donc les photos mises en scène font apparaître un juge sans plâtre. Et ça semble rentrer vraiment en contradiction avec le plan qu'ils ont prévu euh, autour autour de Howard et autour de ce juge qui s'appelle Rand Casimiro, si j'ai bien noté le nom. Et là, c'est la panique. Donc Jimmy appelle Kim, qui est en train de conduire vers son déjeuner en dehors de Albuquerque, et lui dit que ils peuvent pas mettre à exécution leur plan ce jour-là parce qu'ils n'ont pas les bonnes photos. Ils ont pas. Enfin, clairement, la mise en scène apparaîtrait au grand jour s'ils faisaient diffuser ces photos-là parce que ils ont un juge sans plâtre alors que le véritable en a un. Jimmy propose d'annuler le plan, mais Kim ne le souhaite pas et préfère euh, abandonner cette opportunité qu'elle a pour, euh, pour, euh, pour lancer ses activités d'aide aux plus démunis et dit à Jimmy que le plan tient toujours, qu'ils vont s'en sortir et Qui vont qu'il vient agir. l'aider en fait. Et donc elle fait un demi-tour sur l'autoroute et l'épisode se termine sur ça. Donc le, le titre de l'épisode du coup trouve son sens dans cette scène-là puisque Kim agit vraiment pour elle, pour sa petite vengeance envers Howard, euh, en annulant ce déjeuner qui à terme aurait pu l'aider à lancer ses activités pour les plus démunis. Je voulais revenir sur un truc que tu disais là dans cette scène où Jimmy part acheter la bouteille. Tu disais que dans Breaking Bad, euh, On va voir. cette bouteille apparaît, mais et qu'elle concernait
qu'elle concernait Gus et Don Eladio, je pense que, enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai maintenant, c'est que c'est un peu étrange de. Je pense que la première fois où cette bouteille apparaît, c'était dans le premier épisode de la saison 2, il me semble. C'était plus en clin d'œil C'est ça. à Breaking Bad, mais finalement, le motif est revenu plusieurs fois et la bouteille est revenue au fur et à mesure de la série. Et là, maintenant, elle a un rôle vraiment capital parce que du coup, c'est l'objet du flash forward qui ouvre la saison finale, donc le bouchon de la bouteille. Ils mettent ça tellement en avant, et ça symbolise tellement les magouilles de Jimmy et Kim, que je me dis que là maintenant, euh, euh, je crois qu'il y a comme une nécessité d'expliquer pourquoi en fait ce motif-là, euh, le motif autour de Jimmy et Kim qui font des magouilles, euh, pourquoi cette bouteille est devenue le centre de ce motif, de la relation entre Jimmy et Kim, euh, et pourquoi on le retrouve dans Breaking Bad avec Gus et Don Eladio. C'est vraiment de la pure spéculation, mais je trouve un peu étrange que cette bouteille soit devenue si capitale dans Better Call Saul autour de Jimmy et Kim, et que la réapparition de cette bouteille dans Breaking Bad n'ait aucun rapport avec Jimmy et Kim. C'est vraiment de la spéculation, mais je sais pas pourquoi, mais je pense que s'ils doivent faire un retcon euh, de Breaking Bad, peut-être que ça peut être lié à, à l'usage que fait Gus de cette bouteille. Euh, je me demande vraiment si, en fait, clairement, on va avoir plusieurs scènes qui se passent pendant Breaking Bad. Potentiellement, on verra que Kim, à part si elle meurt avant ça, mais je pense pas, a un poids dans Breaking Bad, d'une manière ou d'une autre, en tout cas du côté de Saul. Ah oui, d'accord. Mm. Et je me demande en fait si le plan de Gus pour, euh, pour terminer le cartel, voilà, pour descendre tout le monde, et pas en fait un plan qui a été inspiré, sous la contrainte peut-être, à Jimmy et Kim, Par Jimmy. Kim. par Jimmy et Kim, qui seraient forcés de collaborer avec Gus. Euh, voilà, Ah, c'est peut-être. une idée que j'ai l'impression que c'est difficile parce qu'il reste très peu d'épisodes pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour amener cette idée-là, mais en même temps, la bouteille maintenant, elle est devenue, au départ, c'était simplement un clin d'œil, je pense, dans le premier épisode de la saison 2, sauf qu'ils l'ont fait revenir, et maintenant, ce motif-là, il est tellement fort, et là, maintenant, il l'embrasse à 100% dans la saison finale, qu'en fait, je trouve vraiment bizarre que euh, l'objet qui symbolise vraiment la relation entre Jimmy et Kim revienne dans Breaking Bad et n'ait absolument aucun rapport. Euh, voilà. C'est quelque chose que je m'étais. C'est une réflexion que je me suis faite. Euh, voilà. Et donc, bah voilà. Donc l'épisode est terminé. L'épisode se termine sur ça. Euh, voilà. Bon, on n'est pas vraiment là pour donner un avis en disant c'est bien ou c'est pas bien. Cet épisode est bon ou pas bon. Euh, je lisais en tout cas que certains bon, euh, continuent à se sentir très intrigués par ce qui se passe avec cet épisode. Certains disent même que cet épisode est meilleur que l'épisode précédent, qui a été assez décrié. Je sais pas pourquoi particulièrement cet épisode 5 a été décrié. Pour moi, c'est du même acabit que l'épisode 5, voire que l'épisode 4. Euh, on constate d'ailleurs que les trois premiers épisodes de la série, enfin de la saison, euh, racontent en fait l'évasion et la fin de Nacho, et que il me semble en tout cas que Jimmy et Kim étaient un peu moins présents dans les trois premiers épisodes. Et dans les épisodes 4, 5, 6, c'est une autre trilogie qui parle beaucoup moins du cartel et qui parle plus du plan de Jimmy et Kim. Euh,
Alors, est-ce à dire que les épisodes 7, 8, 9 vont être une autre euh, trilogie? Je pense qu'on en reparlera mieux dans quand on fera le podcast sur l'épisode 7. Euh, voilà. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y en a pas mal qui se sentent un peu, qui ont un sentiment mitigé aussi sur ces deux derniers épisodes en particulier. Ce qui est étonnant quand même, c'est que les scénaristes ont cherché à exclure, à exclure vraiment les spectateurs du déroulé du plan. Depuis 6 épisodes, on voit juste des morceaux et on sait pas du tout comment va se dérouler ce plan. C'est une technique d'écriture un peu dangereuse, je C'est trouve, ce mais que bon, j'allais dire, un peu dangereuse, ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se sentir vraiment, Laissée sur le côté. ouais, laissés pour compte. Du coup, je comprends qu'il y en ait certains qui apprécient moins. En tout cas, ce que je relèverais aussi, c'est que c'est surprenant d'entamer cette saison de cette manière. Là, on est à l'épisode 6, il y en a 13 en tout, on est quasiment à la moitié de la saison, et on aurait pu s'attendre à ce qu'ils prennent une route complètement différente pour la saison finale, en allant à fond dans la transformation de Saul Goodman avec ses vidéos kitsch et compagnie. Et au final, on se concentre sur un plan, a priori j'allais dire mineur, mais c'est pas vraiment le cas parce que ça concerne vraiment une revanche des deux personnages principaux sur un des autres personnages importants depuis le début de la série. Euh, mais ça paraît être quand même un plan assez futile par rapport à l'évolution future de Saul Goodman. Donc, attends de voir comment toutes les intrigues convergent. Voilà, j'ai l'impression un peu de marcher sur des œufs, mais en fait, je suis en train de vous lire mes notes par rapport à cet épisode 6 parce que je veux pas parler d'épisode 7. Euh, Voilà, après, comment ces intrigues convergent, je trouve que dans Breaking Bad, à l'époque, ça paraissait plus clair. Là, ça semble vraiment être deux intrigues très très parallèles. Et est-ce que ces intrigues vont finir par converger? Il faut voir les épisodes qui suivent. Voilà, toi, t'avais pensé quoi de cet épisode 6? C'était clairement un épisode de transition, on va dire, même si le terme épisode de transition euh, minimise un peu l'efficacité de ce qu'on peut voir dans l'épisode, puisque c'est quand même un très bon épisode. Euh, pas de pas de l'acabit, par exemple, de l'épisode 3 de Nacho, mais on sent que quelque chose se met en place. Le plan se met en place, comme du côté de Lalo, où on comprend qu'il est à deux doigts de découvrir toute la vérité par rapport à Werner. Donc on sait que, euh, on va dire que du côté comme de l'autre des deux intrigues, on va dire qu'on avance vers un quelque chose, on va dire que c'est un peu le calme avant la tempête. Hmm. On sent que quelque chose se prépare, quelque chose arrive, et que ça va être un bon spectacle, mais pour l'instant, et pour le moment, comme tu disais, toute cette élaboration de plans est assez floue, et on regarde les scènes s'enchaîner par rapport à ce plan, sans vraiment comprendre ce qui se passe, et c'est vrai qu'il manque un peu de lisibilité pour le spectateur, puisque on comprend pas trop ce qui se passe en fait, Oui, comme on n'est pas à dans ce la stade-là. confidence, on n'est pas trop impliqué dans tout ce plan-là. Euh, Ça me fait penser. Bon, je fais tout le temps la comparaison avec Breaking Bad, mais je pourrais prendre d'autres séries. Mais bon, là, j'aime bien utiliser Breaking Bad parce que, a priori, les gens qui regardent Better Call Saul, la plupart ont déjà vu Breaking Bad. Donc mes références, autant prendre pour référence le scénario de Breaking Bad. Ça me fait penser à l'épisode, je crois que c'est l'épisode 5 de la saison finale de Breaking Bad, autour du braquage du train. Où pendant la première partie de l'épisode, on ne sait pas du tout ce qu'est vraiment le plan. On voit juste des petites bribes comme ça. Et ensuite, on voit le plan mis à exécution. Je suis pas sûr qu'ils dévoilent vraiment toute l'entièreté de ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas, on voit quand même une partie. Et en fait, bah là, sur cet épisode-là, ça fonctionnait, je trouve mieux, parce qu'en fait, on voit le plan directement dans l'épisode. Là, ça fait depuis
6 épisodes qu'on on voit que le plan se prépare. Et autant sur les 3 premiers épisodes, je pense que c'était moins lourd d'une certaine manière, parce qu'en fait on avait toute l'intrigue autour de Nacho. Autant sur les épisodes 4, 5, 6, c'est un peu plus difficile un peu plus difficile à défendre d'une certaine manière. Euh, Ouais, parce qu'il reste quand même 7 épisodes, que 7 épisodes, quoi. ouais, et donc du coup on voit quand même ce plan qui est construit, construit, construit. Bon, alors on a du biscuit autrement, on a le flashback de Kim, on a Lalo depuis l'épisode précédent. Euh, Niveau de Gus, c'est pas non plus, enfin c'est pas très très passionnant. Bon, il est pas dans cet épisode-là, il me semble, mais dans les 2 épisodes précédents, bon, on le voit juste paniquer avec sa double maison et tout. Bon, bref, c'est pas dingo. Bon, Mike, on le disait tout à l'heure, on peut pas vraiment le faire évoluer maintenant. Il est un peu à la fin de son évolution. Et euh, et hum, et oui, et je pense que moi enfin le plus intéressant pour moi de cet épisode-là, c'était Howard. Pour le coup, le personnage du coup me plaît vraiment depuis depuis la saison 4, quand on est en pleine dépression. Euh, et là, c'était très intéressant de le voir avec sa femme. Clairement, on cherche à. On cherche. Enfin, les scénaristes cherchent à nous mettre en empathie avec Howard au maximum. Voilà. Un truc que je voulais qu'on fasse pendant l'enregistrement du premier podcast et qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'était de parler, si t'en as une, moi j'en ai une en tout cas, d'une théorie farfelue qu'on peut trouver sur Reddit avec les fans qui multiplient les théories. Je sais pas si t'en as une par rapport à cet À épisode ce stade-là, 6. vu que j'ai vu l'épisode du coup suivant, je sais plus. Non, non, je sais plus ce que D'accord. j'avais vu à l'époque, on va dire, il y a 2 semaines. Moi, ce que j'avais noté du coup sur enfin ce dont je voulais parler, pour moi, ça me semblait être une théorie complètement farfelue. Euh, et j'en dirai pas plus, voilà, que ça. J'ai vu l'épisode 7, mais je vais vraiment pas en parler. Une théorie farfelue qui m'amusait, c'était que euh, par rapport à Jean, à l'époque de Jean, et en se demandant si Jean était en fait, est-ce que Jean était et peut-être bel et bien recherché en fait dans ce futur-là, parce qu'on voit que Jean est très paranoïaque, il panique énormément, il a tout le temps l'impression, dans les premiers flash forward, on voit qu'il a l'impression d'être peut-être observé par un gars ou par cette personne-là, ou enfin voilà quoi, pendant qu'il est en train de bosser dans son dans son Cinnabon. Euh, et du coup, une théorie que j'avais, je sais pas si je l'avais lu ou si c'était moi qui m'étais dit ça, mais euh, et s'il était bien recherché, mais pas par la DEA, pas par l'Halo non plus, mais en fait par Howard, qui, euh, qui en fait survivrait à Better Call Saul et à Breaking Bad. Peut-être qu'à cause du plan mis en place dans l'épisode suivant, Howard peut-être ne serait plus en capacité de, d'enquêter contre Jimmy pour le descendre, parce que peut-être qu'il aurait eu sa réputation ruinée. Et si en fait, dans les flash forward, c'est farfelu, hein, je dis vraiment pas que c'est quelque chose que je pense qui va arriver, mais c'est une théorie que je trouve assez amusante. Et si en fait, avec l'affaire Heisenberg qui éclate à la fin de Breaking Bad, et Jimmy qui disparaît, euh, et le public qui sait que Saul Goodman était impliqué dans les affaires de Walter, et si en fait Howard décidait de se venger, de l'ouvrir à nouveau, euh, de réembaucher des détectives privés pour partir en fait à la recherche de Jimmy et le traîner en fait jusqu'aux tribunaux. Il mettrait tout son argent là-dedans et donc c'est pour ça qu'il y aurait le personnage de comment il s'appelle, le taxi dont je parlais, Jeff, Jeff, le personnage de Jeff qui serait payé par Howard pour euh, pour débusquer en fait
Jimmy. Euh, voilà, je trouve théorie vraiment absurde, mais je me disais, c'est amusant et ça pourrait être amusant dans le sens où euh, ça mettrait Howard en position de ennemi final, entre guillemets, de Jimmy, et donc dans Better Call Saul, et ça serait assez cohérent parce que dès le premier épisode de Better Call Saul, euh, le pilote d'une série doit dire, doit, doit, doit annoncer la fin de la série de toute façon. Il faut absolument rebondir sur le pilote pour qu'il y ait une forme de, pour, qu'on, pour que la série puisse sembler cohérente. Et donc dans le pilote, Howard est en figure antagoniste. Et ça serait amusant qu'en fait qu'on le retrouve ouais. en ennemi final et en étant la personne. Finalement, ce n'est ni la DEA ni l'Halo qui, qui permet d'attraper Saul Goodman pour de bon, mais c'est Howard. Voilà. Donc l'épisode suivant, pour dire deux mots sur l'épisode suivant, et c'est un épisode écrit et réalisé par Thomas Schnoz, euh, le troisième homme de l'univers Breaking Bad, Better Call Saul, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, le troisième homme de l'univers Better Call Saul, ça c'est certain. Sur Breaking Bad, il avait aussi beaucoup d'importance. Il a réalisé et écrit plusieurs épisodes absolument fameux de Better Call Saul. Euh, Sur Breaking Bad, il n'y a qu'une seule fois où il avait la double casquette sur un même épisode entre réalisateur et scénariste. C'était sur l'épisode Say My Name, donc l'épisode 7 de la saison 5 de Breaking Bad avec la fameuse scène du Say My Name, qui avait déjà beaucoup marqué les esprits, vu que c'était aussi le dernier épisode de Mike. Et c'est lui aussi qui a écrit et réalisé Bad Choice Road, épisode pour moi à l'heure actuelle qui est le meilleur, je pense, l'un des deux meilleurs de Better Call Saul, donc l'épisode 9 de la saison 5 de Better Call Saul, avec la confrontation Jimmy et Kim contre Lalo dans leur appartement. Donc voilà, ça annonce, ça peut annoncer du bon. Après, Thomas Schnoz n'a pas fait non plus tout le temps des épisodes sensationnels. C'est lui notamment qui a fait l'épisode Expenses. Et quel est l'épisode Qu'est-ce que c'est l'épisode Expenses, Michael? Dis-moi. C'est une très bonne question. Voilà. C'est pas que des épisodes absolument sensationnels, mais après ça veut pas dire du tout que c'est un mauvais, que c'est des coups de chance. C'est juste que de temps en temps, t'as beau être un très bon scénariste, un très bon réalisateur, si tu hérites d'un épisode de transition, tu fais pas forcément les meilleurs épisodes. Dans tous les cas, c'est l'épisode juste avant le hiatus, la pause qui est faite d'un mois et demi dans la diffusion de la saison finale. Thomas Schnoz d'ailleurs a prévenu juste avant la diffusion de cet épisode 7 que c'était bien un épisode qui avait été écrit sans avoir conscience qu'il serait le dernier épisode avant une pause. Il pensait qu'en écrivant cet épisode que l'épisode qui allait suivre serait diffusé la semaine d'après. Donc il fait très attention à ce qu'on ne mette pas nos attentes trop hautes sur cet épisode et sur le cliffhanger. Donc, affaire à suivre. On va arrêter là et on se retrouve très bientôt. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne journée tout court peut-être. À tout le monde. À bientôt.